Moins 23 000. C'est le nombre d'emplois que l'économie américaine vient de perdre en un seul mois. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il passé sa journée à répéter, message après message, qu'il venait de gagner une guerre ? Parce que c'est plus facile de parler d'une victoire militaire que d'expliquer pourquoi le marché du travail américain vient de s'effondrer sous ses propres yeux. Ce vendredi-là n'est pas juste une mauvaise journée pour Trump, c'est le jour où deux mensonges différents se sont écroulés en même temps, l'un sur l'économie intérieure, l'autre sur la position réelle des États-Unis dans le monde. Et le plus troublant, c'est pas la chute des chiffres. C'est la vitesse à laquelle tout un appareil médiatique s'est mis en marche pour vous convaincre que ce que vous voyez de vos propres yeux n'était pas ce que vous pensiez voir. On va faire les deux en même temps, parce qu'ils sont liés plus qu'on ne le croit. D'abord, l'économie fantôme. Ce que le rapport de l'emploi de juillet dit vraiment, et comment Fox Business a réussi à appeler ça une bonne nouvelle. Ensuite, la façade diplomatique. Ce que j'ai gagné la guerre en Iran cache vraiment au moment précis où l'un des plus vieux alliés des États-Unis va chercher sa protection ailleurs. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi ces deux histoires racontent exactement le même mécanisme. D'après les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics le 7 août 2026, l'économie américaine a perdu 23 000 emplois en juillet. Les économistes attendaient un gain, pas une perte, quelque chose entre 83 000 et 95 000 emplois créés. L'écart entre l'attente et la réalité, c'est déjà en soi un signal d'alarme. Mais ce n'est même pas le pire chiffre du rapport. Le pire chiffre, ce sont les révisions. Le mois de mai a été révisé à la baisse de 66 000 emplois. Le mois de juin, de 20 000. Combiné, ça fait 103 000 emplois de moins que ce qu'on vous avait annoncé au moment où ces rapports étaient sortis. Ce n'est pas une correction technique mineure. C'est l'aveu, mois après mois, que le tableau qu'on vous présentait était trop optimiste et qu'à chaque fois, la réalité corrigée est pire. Le taux de chômage officiel est tombé à 1%, ça sonne bien si on s'arrête là. Sauf que le taux de participation au marché du travail vient de tomber à 60 et à 4%, son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. Un taux de chômage qui baisse pendant que le nombre de gens qui cherchent activement un emploi baisse aussi, ce n'est pas une reprise. C'est une masse de travailleurs qui sort simplement du décompte parce qu'elle a arrêté de chercher. Et pendant ce temps, les mises à pied temporaires ont bondi de 153 000 en un mois pour atteindre 921 000 personnes au total. La croissance des salaires tourne autour de 2% sur un an. L'inflation annualisée proche de 3 à 5%, avec une trajectoire qui remonte vers les 4%. Faites le calcul vous-même. Une hausse de salaire de 3, 2% face à une inflation de 3, 5 à 4%, ce n'est pas une hausse de salaire. C'est un salaire qui recule pendant qu'on vous répète que le pouvoir d'achat progresse. Si vous vous contentez des grandes chaînes classiques, cette mécanique-là, vous ne la voyez presque jamais expliquée dans le détail. On vous montre le taux de chômage qui baisse, en gros titre, et rarement la ligne juste en dessous qui explique pourquoi il baisse. Palantir, l'entreprise de données, déjà citée en exemple sur ce plateau de Fox Business ce matin-là, vient justement d'annoncer des résultats financiers records en réduisant sa masse salariale, remplacée par de l'automatisation. En clair, une partie du boom de productivité qu'on vous vend comme une bonne nouvelle collective est, pour beaucoup de foyers, une mise à la porte silencieuse. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un mauvais mois, un accident statistique dans une économie par ailleurs solide. Sauf que ça ne tient pas. Regardez la tendance sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois, et regardez la moyenne de création d'emplois depuis l'entrée en fonction de Trump. La courbe est plate, quand elle n'est pas carrément négative dans plusieurs secteurs. On n'est pas face à un accident isolé, on est face à une trajectoire. Et voilà où ça devient intéressant. Comment est-ce que Fox Business a réussi à couvrir ce même rapport en direct le même matin ? Attendez, parce que ce que vous allez entendre est presque impossible à croire. Sur l'émission de Maria Bartiromo, un invité a expliqué que la perte de 23 000 emplois était en fait une excellente nouvelle parce qu'elle allait pousser la Réserve fédérale à baisser les taux d'intérêt. Un autre invité a ajouté que les entreprises n'avaient pas besoin d'embaucher davantage puisqu'elles obtenaient déjà des résultats records en réduisant leurs effectifs, remplacés par l'intelligence artificielle. Et l'équipe de l'émission a rebaptisé ce rapport catastrophique du nom de Goldilocks, comme dans Boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, juste ce qu'il fallait. Regardez bien ça, présenter la destruction nette d'emplois comme la version économique parfaite, ce n'est pas de l'optimisme. C'est un vocabulaire construit pour vous empêcher de vous inquiéter au moment précis où vous devriez vous inquiéter.
Kevin Hassett, le directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, est venu ajouter sa propre version. Selon lui, si on retire les pertes d'emplois liées à la fin de la Coupe du Monde dans l'hôtellerie et les pertes d'emplois publics liées à la baisse de l'immigration illégale, le chiffre réel serait en fait proche de plus 100 000 emplois créés. C'est pas rien comme argument, et il faut lui reconnaître une part de cohérence. La fin d'un événement sportif majeur produit toujours un ajustement temporaire dans l'hôtellerie et une baisse des arrivées irrégulières modifie mécaniquement certains segments du marché de l'emploi public local. Ce n'est pas un argument inventé de toutes pièces. Sauf que voilà le problème, les révisions de mai et juin, ces 103 000 emplois disparus des chiffres officiels, n'ont strictement rien à voir avec la Coupe du Monde ni avec l'immigration. Ce sont des révisions du Bureau Flabeur Statistique sur des mois entiers, calculés indépendamment de ces deux facteurs. Même en acceptant l'explication de Hassett dans son intégralité, elle n'efface pas le trou de 103 000 emplois qui existaient déjà avant que la Coupe du Monde ne se termine. L'argument masque un problème, il n'en résout aucun. Ce sentiment que vous aviez en entendant Goldilocks à la télévision, alors que vous sentez que les prix montent plus vite que votre salaire, ce sentiment-là était fondé. Il n'était pas exagéré. Ils n'ont pas besoin de mentir sur les chiffres. Ils ont juste besoin que vous ne fassiez pas l'addition vous-même. Et pendant que ce narratif se construisait aux États-Unis, un autre pays traitait exactement les mêmes catégories de données de façon complètement différente. Le Canada a créé 75 000 emplois en juillet et son taux de chômage est tombé à son plus bas niveau en 2 ans. Trump appelle régulièrement le Canada le 51e État et qualifie ses dirigeants de nasty. Le Premier ministre canadien, ancien gouverneur de banque centrale, au Canada comme en Angleterre, gère son pays sans théâtralité, tarifs douaniers américains ou pas. Ce n'est pas un oubli éditorial du côté américain que cette comparaison ne fasse presque jamais surface dans la couverture des grandes chaînes conservatrices. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que pendant que Fox Business rebaptisait la récession de l'emploi en conte de fées, Donald Trump publiait, message après message, la même phrase sur ses réseaux. « J'ai gagné la guerre en Iran. Un poste à lire absolument, disait-il. Le vainqueur, disait-il. Demandez-vous une seconde ce que Pékin, Moscou ou Pyongyang pensent en lisant ça. » Un dirigeant qui a vraiment gagné une guerre n'a généralement pas besoin de le publier en boucle sur les réseaux sociaux pendant des jours. Dans la même semaine, l'Arabie Saoudite a signé un accord de défense mutuel avec la Turquie et le Pakistan, connu sous le nom d'accord de Mecque. Cet accord, signé en 2026 et confirmé par plusieurs agences de presse internationales, prévoit qu'une attaque contre l'un des 3 pays sera traitée comme une attaque contre les 3. L'objectif affiché est de dissuader les attaques des Houthis contre le territoire saoudien. Il faut savoir un truc important ici. Pendant des décennies, ce rôle de protection était assuré, dans les faits, par le parapluie sécuritaire américain au Moyen-Orient. Si Riyad va chercher cette garantie ailleurs, activement, publiquement, ce n'est pas un détail diplomatique mineur. C'est un vote de défiance envers la fiabilité militaire des États-Unis venant d'un partenaire historique au moment même où la Maison-Blanche clame la victoire. Juste une seconde, parce qu'il y a un détail qu'on ne peut pas laisser passer ici. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, celui qui a rebaptisé son ministère Department of War, a lui aussi célébré publiquement la victoire en Iran. Ce même Hegseth a eu, par le passé, des difficultés documentées à gérer une petite association de vétérans à but non lucratif. Il gère aujourd'hui le plus gros budget militaire de la planète et se permet de proclamer des victoires de guerre sur les réseaux sociaux. Ça inspire confiance. C'est là que le tableau change complètement, parce que Trump lui-même a donné, dans cette même interview accordée à Punchbowl, la vraie explication de ses priorités, les centres de données. Il a expliqué que chaque communauté américaine devrait accueillir un centre de données dans son arrière-cour, que c'est de l'or liquide, que les gouverneurs devraient baisser les impôts pour attirer ces infrastructures. Il a même critiqué le Texas pour avoir hésité à en accueillir davantage. Donald Trump a des investissements personnels documentés dans des entreprises liées au centre de données et à l'intelligence artificielle. Dans cette même interview, on lui a posé une question sur ses opérations boursières personnelles, celles qui l'ont enrichi de milliards de dollars, tout en lui offrant une forme d'immunité fiscale. Sa réponse, il ne savait rien de tout ça. Ce sont ces petits garçons qui gèrent ses affaires, a-t-il dit.
Ces petits garçons ont respectivement plus de 40 ans. L'argument le plus solide de l'autre côté sur ce point précis, c'est que déléguer la gestion d'actifs à ces enfants adultes via un cadre légal n'est pas en soi illégal et que d'autres dirigeants politiques ont utilisé des montages similaires avant lui. C'est un argument réel, pas une invention. Sauf qu'un dirigeant qui refuse simultanément de mettre ses actifs dans une fiducie aveugle véritable, tout en poussant publiquement une politique nationale, les centres de données dont il profite personnellement ne délègue pas la gestion. Il maintient le contrôle tout en évitant la responsabilité. Ce n'est pas une fiducie aveugle, c'est un aveuglement volontaire, organisé. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire et il change toute la portée du premier. Attendez, parce que celui-là est encore plus révélateur. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a affirmé publiquement que le détroit d'Ormuz allait devenir juste une autre étendue d'eau parce que plus de 50 à 70% de l'énergie transiterait bientôt par des pipelines souterrains. Vous voyez le mouvement rhétorique ? D'abord, on vous dit qu'on a gagné la guerre. Ensuite, quand la réalité montre que Iran et Oman négocient un accord qui laisse à Téhéran le contrôle effectif du détroit, on change simplement la définition de ce qui compte. Le détroit ne serait plus stratégique. Ça ne trompe personne, on ne redéfinit pas un point de passage vital du jour au lendemain, sauf si on a besoin de justifier pourquoi on ne le contrôle plus. Et il ne s'agit pas que du détroit d'Ormuz. Besset a aussi affirmé publiquement, dans un langage guerrier, que les États-Unis avaient la gorge de l'Iran sous leur botte économique, citant une inflation alimentaire de 150 à 180% et l'incapacité du régime iranien à payer ses troupes. C'est une allégation de sources officielles américaines, non vérifiée de façon indépendante à ce stade, qu'il faut donc traiter comme telle, pas comme un fait établi, mais même en la prenant au sérieux, elle raconte l'histoire inverse de celle qu'on vous vend. Un pays acculé économiquement négocie en position de faiblesse, oui, mais un pays qui négocie n'est pas un pays vaincu. Les deux choses coexistent, et Trump ne choisit de vous montrer que la moitié qui l'arrange. Pendant ce temps, selon des estimations relayées par plusieurs médias économiques, la Corée du Nord aurait généré environ 22 milliards de dollars de revenus étrangers entre 2022 et 2025, en grande partie via des ventes d'armes et un soutien militaire à la Russie, malgré les sanctions internationales en vigueur. Kim Jong-un continue dans le même temps de multiplier les essais de missiles balistiques et de croisières et de vanter publiquement son arsenal nucléaire. Le Wall Street Journal a rapporté que les services de renseignement américains estiment que Vladimir Poutine pourrait tester la résolution de l'OTAN par une incursion limitée, jugeant les stocks américains d'intercepteurs et de systèmes de défense antimissiles déjà fortement sollicités ailleurs. Ce sont des évaluations rapportées par des sources crédibles, pas des certitudes absolues, mais leur simple existence publique dans la presse économique et de sécurité la plus sérieuse du pays dit déjà quelque chose. Un pays qui a vraiment gagné une guerre n'a pas besoin de le répéter tous les jours sur les réseaux sociaux. Revenez avec moi à la question du départ. Moins 23 000 emplois, un chiffre que Fox Business a rebaptisé conte de fées, le même matin où Donald Trump publiait en boucle qu'il avait gagné une guerre, que ses propres alliés, eux, ne semblent plus croire gagner. Vous êtes venu pour un mauvais rapport de l'emploi, vous repartez avec la preuve que le même mécanisme, prendre une donnée négative et la rebaptiser positive jusqu'à ce que plus personne ne pose de questions, fonctionne exactement de la même façon sur l'économie intérieure et sur la politique étrangère. Ce n'est pas de la mauvaise gestion isolée dans deux domaines différents. C'est une seule et même méthode, appliquée 2 fois dans la même semaine. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. Le rapprochement entre un rapport de l'emploi truqué en bonne nouvelle et une défaite diplomatique truquée en victoire. Vu séparément, chaque histoire semble être une maladresse isolée. Vu ensemble, ça ressemble furieusement à l'effet Streisand appliqué à l'échelle d'un gouvernement. Plus on insiste pour maquiller une mauvaise nouvelle, plus on attire l'attention sur elle. Cette histoire fait furieusement penser au Watergate, pas dans les faits, mais dans le mécanisme. Ce n'est presque jamais l'événement initial qui finit par couler une administration, c'est l'accumulation des tentatives de le maquiller après coup. C'est pas un accident de communication, c'est une méthode répétée assez souvent pour qu'on puisse désormais la reconnaître à l'avance, avant même que les chiffres ne tombent.
ce qui devrait nous inquiéter, franchement, c'est pas seulement un mauvais rapport de l'emploi ou une phrase mal choisie sur les réseaux sociaux. C'est la vitesse et la coordination avec laquelle tout un écosystème, de la Maison-Blanche à la chaîne câblée la plus regardée du pays, se met en mouvement pour rhabiller la même mauvaise nouvelle en victoire, semaine après semaine, que les grands médias conservateurs présentent une perte nette d'emploi comme une opportunité de baisse des taux et une négociation en position de faiblesse comme une victoire militaire. Ce n'est plus vraiment une coïncidence à ce stade. C'est un schéma. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Le prochain rapport de l'emploi arrive dans un mois et si la tendance des 12 derniers mois se confirme, il y a de bonnes raisons de penser qu'on retrouvera, encore une fois, les mêmes révisions à la baisse, la même arithmétique qui ne colle pas, et le même mot, Goldilocks, prêt à être ressorti. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les travailleurs qui absorbent le coût réel. Ceux qui puisent déjà dans leurs économies pour payer leurs factures, ceux qui frôlent la faillite personnelle en ce moment même, pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, de parler d'âge d'or et de croissance à 150%. Abonnez-vous maintenant parce que le prochain rapport économique et la suite de cette histoire internationale arrivent vite. Et je ne veux pas que vous les manquiez.